Bienvenue dans le reportage de magazine de la rédaction de i24 News. Donner naissance à l'enfant d'une autre femme, porter la vie afin que d'autres puissent devenir parents, c'est le choix qu'ont fait celles que l'on appelle les mères porteuses. Cette méthode de procréation, la gestation pour autrui, représente le dernier espoir pour les couples stériles dont la femme est dans l'incapacité de mener une grossesse à terme. Conçu in vitro, l'enfant n'aura donc aucun lien génétique avec la mère porteuse. Peu de pays autorisent cette pratique et lorsqu'ils ne l'interdisent pas, il est rare qu'ils l'encadrent par une loi. Israël est le premier pays à avoir légiféré sur la question dès 1996. Les critères sont très stricts. En 18 ans, seuls 400 enfants sont nés de cette façon sur le sol israélien. Nous avons rencontré ces femmes dont la grossesse n'est pas vraiment la leur. Ces enfants nés d'un couple et d'une étrangère. Gestation pour autrui, Israël en pointe, un reportage de Marie-Françoise Lantieri pour i24 News. Nous sommes à Dimona, dans une cité pauvre de la ville. Lital vit ici avec son mari et ses 2 enfants. Elle a accouché il y a 2 mois et évoque sa dernière grossesse avec sa fille. Qui est dans le ventre de maman? Ta petite sœur? Le bébé De qui? de l'ami de maman. Qu'est-ce que je t'ai raconté? Tu te souviens? J'ai gardé le bébé dans mon ventre. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'on a fait? Où est le bébé? Chez sa mère. Ce bébé, elle l'a porté pour une autre femme qui ne pouvait pas être enceinte. Elle le lui a donné quelques minutes après l'accouchement. La maman était assise à côté de moi et on a directement donné le bébé à la mère avec le cordon ombilical et c'est tout. Je suis restée dans la chambre avec lui. Et la maman serre le bébé dans ses bras. Le cordon ombilical est là, qui les relie l'une à l'autre. C'est une situation, quelque chose que je n'oublierai pas de toute ma vie. Je n'ai rien ressenti, j'avais pas du tout l'impression que c'était quelque chose à moi. Comme si une copine qui accouchait et que j'étais à côté. Aucune implication. Lital reçoit un coup de téléphone. C'est Keren, la mère de l'enfant qu'elle a porté, qui appelle pour donner des nouvelles du bébé. Elle a bien dormi? Je t'avais dit que ce serait ok. Comme chez moi. Parce qu'elle est née au milieu de la nuit, elle s'est couchée, réveillée le matin et tout allait bien. Elle a pris quelque chose de moi, on peut le dire. Je lui ai beaucoup dit qu'elle est pareille. Peut-être parce que moi j'étais calme et comme il fallait. Israël est le premier pays au monde à avoir créé une loi pour réglementer la gestation pour autrui sous forme commerciale. C'était en 1996. Rona Schulz, professeure de droit, est spécialiste de cette question. En Europe, il n'y a pas de pays qui autorise la gestation pour autrui commerciale. Dans certains cas, elle est complètement interdite. Dans les autres, seule la gestation pour autrui altruiste est autorisée. La société israélienne encourage fortement les couples à avoir des enfants, une pression sociale qui s'explique de plusieurs façons. Il y a un commandement religieux pour les hommes de croître et de se multiplier, comme c'est écrit dans la Bible. Il y a aussi un motif historique et des raisons démographiques. Premièrement, tellement de Juifs sont morts pendant l'Holocauste, mais aussi à cause du conflit israélo-arabe. On doit être une majorité et pas une minorité. La délivrance des autorisations est confiée à un comité composé de médecins, travailleurs sociaux, juristes, psychologues et hommes de religion. Ces critères très stricts sont les suivants. La mère porteuse doit avoir un enfant à elle, être âgée de 22 à 38 ans. Les parents doivent être stériles et âgés de moins de 50 ans. Les protagonistes ont l'obligation de se soumettre à des tests médicaux et psychologiques. Dernier critère, la religion. Elle doit être la même pour les 2 parties. Par exemple, si une des parties est chrétienne, on aura affaire à une autorité chrétienne du comité qui sera en mesure de donner son accord. Ceci pour qu'il n'y ait aucun doute sur la religion de l'enfant. Libby a 12 ans. Elle est venue au monde grâce à une mère porteuse, Sylvie. Elle en parle très librement devant sa maman. Je dis que ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Une mère porteuse m'a gardée dans son ventre. Comment tu es venue dans son ventre? L'embryon venait du sperme de papa et de l'ovule de maman, et on l'a mis dans le ventre de la mère porteuse, Sylvie. Elle m'a gardée et m'a fait grandir, et maintenant je suis à maman.
Rien qu'à maman. Bien sûr, je suis à l'aise. Je n'ai pas honte. Il n'y a aucune honte à avoir de ça. Tu as des ressemblances avec Sylvie? Je ne pense pas comme ça, mais mes copines, oui. Comment elles peuvent penser ça? C'est nos gènes à nous, aucun rapport. Je ressemble à ma mère et à mon père. Comme deux gouttes d'eau. Pour Libby, rien de biologique entre elle et Sylvie, ce qui ne l'empêche pas d'être très profondément attachée à la femme qui l'a portée. Je l'aime beaucoup. Comme la famille? Oui, comme la famille. Je suis très proche d'elle. C'est très important pour moi qu'on reste en relation. C'est important pour toi? Oui. Pourquoi? Je pense que c'est important de rester en relation avec elle, même si elle n'est pas ma mère. Elle a fait quelque chose de très important pour que je sois dans ce monde-là. Elle m'a donné naissance. Je vais pleurer. Le docteur Ilan Aviram est psychologue, spécialiste de la gestation pour autrui. Il reçoit les mères porteuses lors des tests d'agrément et conseille les familles. Pour un enfant, c'est important de savoir comment il est venu au monde. On recommande toujours d'exposer l'histoire de la gestation pour autrui aux enfants dès le plus jeune âge. Si ça devient un secret et que la vérité n'est pas dite, alors on peut voir des traumatismes. On recommande de passer par des albums photos qui racontent l'aventure de la gestation pour autrui, même sans mots. Après la naissance de Libby, Merav a eu l'idée de créer un centre afin d'aider les différentes parties tout au long des difficiles étapes de la gestation pour autrui. Les mères porteuses sont recrutées grâce à des publicités postées sur Internet et Facebook. Merav se charge ensuite de les mettre en relation avec les couples. Il y a deux avocats dans l'histoire, un qui représente le couple et un pour la mère porteuse. Ils donnent des conseils sur le contenu du contrat à signer. On envoie le dossier complet au comité. Le couple et la mère porteuse sont convoqués au comité qui entend la mère porteuse et invite les parties à signer le contrat. Tous les frais sont à la charge des parents. Les frais d'avocat, médicaux, les déplacements, jusqu'aux consultations avec le psychologue. L'argent est sur un compte bloqué, ce qui permet de protéger les deux parties. Elle reçoit de l'argent à chaque étape du processus. S'il y a un traitement invasif non prévu, elle reçoit de l'argent. Une amniosynthèse, elle reçoit de l'argent. Pour chaque chose, il y a une contrepartie financière. Ce que nous voyons au fur et à mesure du processus, c'est que la motivation altruiste devient de plus en plus importante et l'aspect financier moins important. On ne peut pas nier qu'elle va développer des émotions vis-à-vis de cette créature qui se développe à l'intérieur d'elle. Elle tient à cette créature, mais elle doit tout le temps se retenir et se rappeler de la situation et transférer cet attachement vers une motivation altruiste. Aujourd'hui, Merav a rendez-vous avec Astar, une mère porteuse enceinte de 7 mois, suivie au centre. Elle s'informe de l'évolution de la grossesse et des relations d'Astar avec les parents. Et au travail, comment les gens réagissent? Ils sont admiratifs. Il y a le petit côté « Comment tu peux faire ça? Te lier à un bébé et le donner après ?» Je dois leur expliquer que depuis le début, je sais que ce n'est pas mon bébé. C'est un cadeau que j'offre pour le bonheur des parents. Je ne comprends pas comment on peut se séparer après un tel processus. Du couple? Oui, comment on peut tout à coup se séparer? Écoute, c'est quelque chose de très profond. Il y a des mamans qui ne peuvent plus voir la mère porteuse après la naissance. C'est dur pour elles, ça leur rappelle ce qu'elles ne peuvent pas faire. J'étais très jalouse. Sylvie appelait et me disait « Tu te rends pas compte à quel point elle donne des coups de pied, tu auras une footballeuse ». Dans ces moments-là, j'étais jalouse de ne pas pouvoir le sentir. Astar est totalement investie dans cette grossesse qu'elle vit comme une mission et un don d'elle-même aux parents. J'attends le moment où elle va sortir et je la mettrai dans les mains de sa mère. Sa mère. Je pense tout le temps à ça, c'est ça mon rêve. C'est ça l'image que j'ai dans la tête. Que la mère la tient dans ses bras. C'est ça le bonheur. Le danger de l'idéalisation, c'est qu'à un moment, ça s'écroule.
Il faut suivre et voir s'il y a bonne adaptation à sa vie après. Astar semble aujourd'hui épanoui. Pourtant, les débuts ont été difficiles. Le premier gynécologue lui a fait subir des traitements très lourds. C'est un moment très dur, des piqûres, hormones, sautes d'humeur, nausées, des frustrations. J'ai ressenti que ça ne valait pas la peine. J'ai eu l'impression qu'on jouait avec mon corps. Ils m'ont abîmé les ovules, ils m'ont abîmé l'utérus. J'ai eu peur que ça me fasse du mal. Mais ils voulaient ce médecin. Après que je sois venue et leur ai dit « Écoutez, si vous ne changez pas de médecin, j'abandonne ». Là, ils ont changé. Nous sommes dans les locaux de l'association For Civil Rights in Israel, qui a signé une pétition pour l'abolition de la gestation pour autrui. Anna, militante féministe, s'oppose également à cette méthode de procréation. La plupart d'entre elles ne sont pas au courant à 100% des risques qu'elles prennent en étant mère porteuse. C'est la commercialisation du corps de la femme. Cela devient une industrie de fabrication d'enfants dans le corps des femmes. Et c'est clairement une décision de femmes défavorisées qui, si elles vont à la banque, elles ne pourront pas obtenir de crédit. Donc elles doivent vendre leur corps. Lital a reçu pratiquement 30 000 € après l'accouchement, une somme qui va permettre au jeune couple de réaliser son rêve. C'est l'objectif de tous les Israéliens, d'acheter une maison. Pour les jeunes couples aujourd'hui, c'est impossible. S'ils n'ont pas de parents qui peuvent les aider ou quelque chose comme ça, on n'a pas de parents qui peuvent nous aider économiquement. La rémunération des mères porteuses est soumise au marché. Un marché qui pourrait bien évoluer prochainement. Une loi est actuellement en discussion à la Knesset, Parlement israélien, pour élargir la gestation pour autrui aux couples gays et aux célibataires. Les féministes en redoutent les conséquences. C'est un problème, parce que ça va favoriser un marché que nous désapprouvons. Les critères seront probablement assouplis, avec le risque de recruter des mères porteuses moins investies ou plus fragiles, et incapables de gérer un processus dont les conséquences psychologiques et émotionnelles sont importantes, notamment après l'accouchement. Il y a deux parties très connectées pendant 9 mois. Et tout à coup, une partie, les parents, commencent un chapitre très excitant et ils sont très occupés et préoccupés. Alors que la mère porteuse se retrouve tout à coup libre, disponible et un peu vide. Elle peut se sentir abandonnée. Ça a été trop vite. Je voulais que ça arrive, j'étais dedans et puis c'est terminé. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est tout, c'est terminé, on revient à la routine. Ça me manque, j'avais envie de continuer ça encore et encore. J'adore être enceinte. C'est mon plaisir. J'aurais pu faire 10 enfants. Je pense à le faire une nouvelle fois, peut-être. Françoise Landiré, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé ce très beau reportage pour i24 News. Alors on l'a vu, pour ces mères porteuses, les motivations financières existent au départ, évidemment, mais il y a, j'imagine, des conséquences psychologiques importantes. Oui, parce qu'au départ, donc, les motivations sont financières, mais au fur et à mesure du processus, on voit que ces femmes s'impliquent de plus en plus. Émotionnellement, c'est un procédé qui est lourd. Elles s'impliquent de plus en plus dans cette grossesse vis-à-vis des parents. Et la question se pose de savoir comment, après ces 9 mois de relations très intenses avec une famille, et après l'accouchement, donc les parents reprennent l'enfant, elles se retrouvent tout à coup seules, et elles se sentent totalement vides. Et on ne connaît pas bien les conséquences. Et on pense que psychologiquement, il pourrait y avoir quand même une sorte de phase de dépressive. En tout cas, la question n'a pas été assez étudiée et c'est un des problèmes de cette procréation. Et justement, sur les enfants, qu'est-ce qu'on connaît des conséquences psychologiques également ? Alors, c'est toujours la même question. Israël est le premier pays à avoir autorisé la gestation pour autrui et
on aurait pu penser qu'il puisse y avoir des études longues qui puissent être faites de manière à avoir une information sur ces conséquences psychologiques sur les enfants. Et on en a très peu. Le peu d'études qu'on a nous disent que sur le plan psychomoteur, sur le plan de la réussite scolaire, ces enfants n'ont pas de problème. Mais encore une fois, c'est délicat de l'affirmer aujourd'hui. Alors juste en un mot, quel est le statut des intermédiaires dans la gestation ? C'est aussi ça un problème, c'est que les intermédiaires en Israël sont des intermédiaires qui sont des compagnies commerciales, qui font de l'argent, c'est un business, ce n'est pas réglementé par l'État, il n'y a pas de licence ou d'agrément donné par l'État, alors que dans d'autres, par exemple dans l'adoption, on est obligé de passer par une NGO, une ONG qui est donc publique et qui n'est pas à but lucratif. Marie-Françoise Lantieri, merci. Au revoir, merci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.